Bonjour chers élèves, je suis M. Allah. Alors, nous avons promis d'envoyer la deuxième partie de la leçon portant sur les caractéristiques des sols. Donc, la semaine dernière, nous avons vu les propriétés physiques. Aujourd'hui, nous allons vous parler des propriétés chimiques et des propriétés biologiques. Comment caractériser un sol sur le plan chimique et sur le plan biologique. Alors, pour cela, nous avons le grand 2. Peut-on expliquer la différence des rendements d'un sol à un autre par ses propriétés chimiques et biologiques? Pour cela, nous allons procéder par l'expérience. Nous allons exploiter des résultats d'expérience, des expériences qui ont été déjà faites. Alors, nous allons utiliser ces résultats-là pour démontrer ce que nous cherchons. Alors, quand on parle de propriétés chimiques, c'est quoi? Il s'agit de montrer la présence de sels minéraux dans un sol et également la présence de sels minéraux. Mais propriétés biologiques, ça veut dire de montrer la présence d'un élément qu'on appelle humus. On va vous définir ça après. Merci. Alors, quels sont les sels minéraux que nous voulons caractériser dans un sol? Pour cela, nous continuons toujours avec deux sols, un sol A et un sol B. Et on veut connaître les propriétés physiques du sol A et connaître également les propriétés physiques du sol B. Comment procéder? Quels sont les sels minéraux d'abord que nous voulons rechercher? Nous avons le sel de chlorure et nous avons le sel de calcium. Pourquoi on le fait? D'abord, depuis le primaire, on vous dit que la plante se nourrit de quoi? C'est ce qu'on nous a dit tous. La plante se nourrit de l'eau et des sels minéraux. Et quand on parle de sels minéraux, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit des éléments chimiques que vous connaissez en chimie. Voilà. Donc, nous avons par exemple le calcium. Le calcium, c'est un sel minéral. Le sodium, c'est un sel minéral. Le potassium. Donc, comment nous allons montrer la présence de ces sels-là, de ces éléments chimiques, là, calcium, sodium, potassium, phosphore, chlore, comment nous allons montrer leur présence dans un sol? Pour cela, ce n'est pas compliqué parce qu'on a déjà fait le cours sur les aliments. Comment on caractérise les sels de chlorure, les sels de calcium, on connaît. Alors, le sel de chlorure, son réactif, c'est le nitrate d'argent. Donc, on nous a dit quoi? Lorsque un milieu, une solution contient du sel de chlorure, si on ajoute ce réactif-là qu'on appelle nitrate d'argent, la solution prend une coloration blanche. On dit, on a un précipité blanc, mais qui noircit à la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons le sol A, qui est contenu dans ce tube, et on va ajouter du nitrate d'argent. S'il y a précipité blanc qui noircit à la lumière, alors on déduit que ce sol contient du sel de chlorure. Donc, ici, comme on le voit, le sol A contient du sel de chlorure parce que après l'ajout du nitrate d'argent, il y a précipité blanc qui noircit à la lumière. On fait la même chose, la même expérience pour le sol B. On voit que quand on ajoute le nitrate d'argent, toujours le même réactif, là, il n'y a pas de précipité blanc qui noircit à la lumière. Conclusion, c'est que le sol B ne contient pas du sel de chlorure. Donc, voici comment montrer la présence du sel de chlorure. Si vous ajoutez le nitrate d'argent, qui est le réactif, dans un milieu, et qu'on a un précipité blanc qui noircit à la lumière, on en déduit que ce milieu en question contient du sel de chlorure. Donc, puisque nous avons ajouté du nitrate d'argent et qu'on a eu précipité blanc qui noircit à la lumière, on déduit qu'il y a quoi? Du sel de chlorure dans le sol A. Mais dans le sol B, après l'ajout du nitrate, il n'y a pas de précipité blanc qui noircit à la lumière. On en déduit qu'il n'y a pas de sel de chlorure dans le sol B. Donc, voici comment montrer la présence du sel de chlorure dans une solution. Alors, après le sel de chlorure, nous allons montrer maintenant la présence ou non du sel de calcium. Qu'est-ce qu'il faut? Nous avons toujours nos deux solutions, sol A et sol B. Mais on va changer de réactif parce que le sel de calcium ne réagit pas avec le nitrate d'argent. Mais pour ceux qui connaissent leur cours, ils savent que le réactif, c'est l'oxalate d'ammonium. L'oxalate d'ammonium. Toujours oxalate d'ammonium.
Voilà. Et lorsque on ajoute ce réactif, l'oxalate d'ammonium, à une solution, pour montrer s'il y a du sel de calcium, il va falloir avoir comme résultat un précipité blanc. Voilà, précipité blanc tout court. Mais cette fois, ce précipité blanc-là ne noircit pas à la lumière. C'est la différence. Donc, nous marquons ici tout simplement précipité blanc. Alors, si, comme il y a eu précipité blanc, alors on déduit qu'il y a quoi? Présence de sel de calcium. Sel de calcium dans le sol A. Voilà. Il y a du sel de calcium dans le sol A. Et le sol B, on ajoute l'oxalate d'ammonium, on se rend compte qu'il n'y a pas de précipité blanc. Voilà, pas de précipité blanc. Donc, s'il n'y a pas de précipité blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de sel de calcium. Donc, on marque la absence de sel de calcium. Voilà. Donc, voici comment on montre la présence de ce sel-là dans un sol. Son réactif, c'est l'oxalate d'ammonium. Si on ajoute l'oxalate d'ammonium à une solution et qu'on obtient un précipité blanc, on déduit que cette solution-là contient du sel de calcium. S'il n'y a pas de précipité blanc, alors il n'y a pas de sel de calcium. Si on va sur cette base, donc notre sol A contient du sel de calcium, mais le sol B ne contient pas de sel de calcium. Voilà. Alors, la présence de ces sels-là montre, c'est ça qui caractérise les propriétés chimiques d'un sol. Donc, quand on parle de propriétés chimiques, c'est bien entendu, le sel de calcium, le sel de chlorure. Il y a également un autre élément qu'on appelle l'humus. L'humus. On va montrer également la présence de l'humus dans un sol. Alors, qu'est-ce que l'humus? L'humus n'est rien d'autre que le produit de la décomposition des feuilles mortes, des bois morts, etc. Donc, quand nous avons les débris végétaux et les débris animaux qui se décomposent, qui pourrissent, ça donne un produit. Le produit de cette décomposition, c'est ce qu'on appelle l'humus. Ce qu'on obtient là, c'est son nom qui est humus. Alors, comment montrer la présence de l'humus dans un sol? On va utiliser un autre réactif qu'on appelle le chlorure de calcium. Donc, c'est marqué CaCl2. CaCl2. Donc, si nous ajoutons le chlorure de calcium dans une solution et que l'eau devient trouble, l'eau ne doit plus être propre, l'eau devient trouble. Donc, il y a quoi ici? Apparition de trouble. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des flocons qui apparaissent, apparition de trouble. Alors, on a déduit qu'il y a quoi? Présence d'humus. Présence d'humus dans le sol en question. Donc, présence d'humus. Voilà. Présence d'humus. Ici, on ajoute toujours le même réactif au sol B et on se rend compte qu'il y a quoi? Absence de trouble. Il n'y a pas de trouble. Absence de trouble. Qu'est-ce qu'on en déduit? Absence d'humus. Absence d'humus. Donc, s'il n'y a pas de trouble, c'est qu'il n'y a pas d'humus. S'il y a des troubles, c'est qu'il y a quoi? De l'humus. Voici comment montrer rapidement la présence du sel de chlorure, la présence du sel de calcium et la présence de l'humus dans un sol. Ces différents réactifs, il faut les connaître. Pour le sel de chlorure, c'est le nitrate d'argent qui est le réactif. Pour le sel de calcium, c'est l'oxalate d'ammonium. Et pour l'humus, c'est le chlorure de calcium. Et les différents résultats vous permettent de tirer donc les conclusions qui s'en dégagent. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Propriété chimique d'un sol, c'est caractérisé par la présence du sel de chlorure, la présence du sel de calcium et la présence de l'humus dans ce sol. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Sol A et sol B. Le sol A a de bonnes propriétés chimiques, alors que le sol B a de mauvaises propriétés chimiques. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir ici. Et quand on parle de sel, sachez que ça veut dire calcium, sodium, phosphore, etc.
Merci. Donc ici, nous avons fait la mise en évidence des sels minéraux et de l'humus dans un sol. Alors, on va retenir quelques définitions. La minéralisation, qu'est-ce que c'est la minéralisation? Comment on obtient les minéraux, c'est-à-dire les sels minéraux? Sodium, calcium, phosphore, tout ça, ça provient d'où? Est-ce que ça se prend dans la nature comme ça? Bien, on retrouve ces éléments dans les débris animaux et dans les débris végétaux. Donc, dans leur transformation, ces éléments-là vont nous fournir ces sels en question. Donc, ce phénomène est appelé minéralisation. C'est le processus donc, qui est abouti, la transformation des éléments végétaux et animaux qui aboutit aux sels minéraux. Donc, on peut retenir tout simplement la minéralisation, c'est la transformation des débris végétaux et animaux en sels minéraux. C'est ça, la minéralisation. L'humification, c'est la transformation des mêmes végétaux, débris végétaux et animaux en humus. Ça, c'est l'humification. Alors, un autre thème qu'on doit retenir, c'est sol fertile. Qu'est-ce qu'un sol fertile? Un sol fertile, c'est un sol qui est propice à l'agriculture. C'est-à-dire qu'on cultive ce sol, on a de très bons rendements, de bons résultats. Alors, pour qu'il y ait ces bons rendements, il va falloir que les propriétés physiques, chimiques et biologiques qu'on connaît soient bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Un sol fertile, c'est un sol qui a de bonnes propriétés chimiques, de bonnes propriétés physiques et de bonnes propriétés biologiques. Les propriétés physiques, on les connaît déjà, c'est la porosité, c'est la perméabilité, c'est la capacité de rétention en eau, c'est la capacité de rétention en air. Les propriétés chimiques, on vient de les connaître aujourd'hui, c'est caractérisé par les sels minéraux, c'est caractérisé par l'humus, c'est caractérisé aussi par l'eau. Voilà, l'eau fait partie des sels, des propriétés chimiques. Alors, la propriété biologique est tout simplement caractérisée par la présence des débris végétaux et des débris animaux. Voilà. Donc, aujourd'hui, on connaît les propriétés physiques, chimiques et biologiques d'un sol. Si un sol a de bonnes propriétés physiques, a de bonnes propriétés chimiques et de bonnes propriétés biologiques, alors on dit que ce sol est un sol fertile. S'il est cultivé, il donne de bons rendements. Très bien. Donc, voici ce qu'on peut vous dire sur le reste, la deuxième partie du cours. Merci.